Si vous étiez piégé dans un jeu de la mort et que vous deviez tuer tous les joueurs pour vous échapper, que feriez-vous? Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre l'escape room dans Head Game. Cette femme va passer la pire nuit de sa vie. Jackie est prête pour son rendez-vous avec un mystérieux homme riche et elle est impatiente de voir ce qu'il a prévu. Sa colocataire n'arrive pas à croire à la chance qu'elle a et elle dit au revoir à son amie sans savoir que c'est la dernière fois qu'elle se voit. Plus tard dans la nuit, Chris, l'homme riche, la ramène en voiture de son rendez-vous. Mais c'est alors qu'il lui demande si elle veut rencontrer ses amis. Désireuse de passer plus de temps avec lui, Jackie accepte l'offre de l'homme et c'est exactement ce qu'il veut entendre. Il s'éloigne de la ville et il l'emmène dans une boîte de nuit au milieu de nulle part. Mais quelque chose ne va pas. Aucun des invités ne se connaît et chacune des personnes a été amenée en tant que cavalier. C'est super louche. Mais Chris commence à leur servir un vin millésimé pendant que cette femme porte un toast. Elle souhaite la bienvenue au groupe, révélant que tous les invités ont été conviés pour une raison particulière. Mais personne ne remet en question ce qu'elle dit et tous lèvent leur verre pour boire. Jackie, qui s'amuse comme une folle, est prise de vertige et, avant même de s'en rendre compte, la femme s'évanouit. Plus tard, Jackie se réveille à l'intérieur d'un entrepôt avec les autres participants. Et elle découvre avec horreur qu'une caméra a été vissée directement sur leur front. Alors que le groupe tente de comprendre ce qui se passe, il entend soudain une voix à l'interphone. Une femme révèle que pendant les 12 prochaines heures, ils seront piégés dans ce bâtiment et forcés de jouer à un jeu de la mort. Leur but est de trouver une clé et de l'utiliser pour déverrouiller la sortie. Mais il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. Tout le monde est confus. Et Mike en a assez entendu. Il s'approche de la porte pour la forcer à s'ouvrir. Mais elle ne bouge pas. Jackie crie qu'ils ne joueront pas le jeu, mais la présentatrice l'ignore. Elle explique que les caméras implantées dans leur tête permettent au public de voir ce qu'ils voient. Et elle les avertit de ne pas y toucher, sinon ils seront torturés sur place. Ils sont complètement impuissants. Mais Mike refuse de coopérer et commence à arracher la lentille de sa tête. Dès qu'il l'a enlevée, l'homme commence à hurler à l'agonie alors que quelque chose commence à lui faire fondre le visage. Les autres regardent l'homme tomber au sol, horrifiés par cette punition brutale. Et ça fait un de moins et il n'en reste que 8. La présentatrice révèle que dans chacune des caméras se trouve une fiole d'acide qui tuera tout le monde au bout de 12 heures et que seul le vainqueur pourra la faire retirer. Après ça, le compte à rebours démarre et le jeu de la mort commence. Ok, Jackie aurait dû le voir venir. Quand un type super riche vous demande de sortir avec lui, quiconque ayant vu 50 nuances de Grey devrait savoir que ça peut facilement se transformer en une chose à laquelle vous ne vous attendiez pas. Le premier signe que quelque chose n'allait pas a été au club, parce qu'au lieu de danser avec elle, il la fixait depuis la fenêtre de l'étage comme un patron de casino. C'est pas un comportement normal pour un premier rendez-vous, et c'est encore plus effrayant quand on décompose le discours de son ami. Elle leur a dit que chaque personne a été invitée pour une raison très spéciale. Mais la vérité, c'est qu'ils ont tous été choisis pour un programme. Il est clair qu'il y a une arrière-pensée ici. Et si Jackie avait pensé à sa sécurité d'abord, ces 2 signes auraient été suffisants pour appeler un Uber et la faire sortir de là avant que les choses ne tournent mal. Maintenant, à ce stade, c'est trop tard. Nous sommes tous coincés dans un véritable jeu de la mort avec une caméra implantée dans nos têtes, et si nous bloquons les caméras, ils vont nous torturer. Donc la seule façon de s'échapper, c'est de jouer. Dans cette optique, la première chose que je ferais serait de trouver qui sont les joueurs les plus dangereux afin de profiter de leurs faiblesses et de les utiliser contre eux. Heureusement, il y a 12 heures de chrono, donc nous avons largement le temps de le faire sans risquer nos vies. Pour commencer, Anton est coach personnel, mais il a servi dans l'armée sud-africaine pendant 5 ans. Les soldats sont entraînés à identifier les menaces et à les faire tomber. C'est exactement ce que j'utiliserais contre lui. Si on peut concentrer son attention sur d'autres joueurs et les faire passer pour des menaces, il les fera tomber. Ce qui nous donne plus de chances de survivre. Qui c'est un escroc? Ça signifie qu'il est très adaptable et excellent pour déchiffrer les gens afin d'obtenir ce qu'il veut. Si tout ce qu'il dit n'est qu'un mensonge intéressé, les autres joueurs vont comprendre qu'on ne peut pas lui faire confiance. Il sera un excellent bouc émissaire quand il y aura de la méfiance dans le groupe, et c'est la meilleure façon d'utiliser ses compétences contre lui. Léa est joueuse professionnelle de tennis, ce qui signifie qu'elle est extrêmement compétitive, et Jackson est un alpiniste. Leurs compétences ne se transfèrent pas bien dans un jeu de la mort, mais leur esprit de compétition signifie qu'ils sont prêts à tout pour avancer, ce qui les rend dangereux. Heureusement, ça les rend aussi vulnérables à la psychologie inversée, parce qu'ils auront toujours besoin de prouver leur supériorité, et ça signifie que nous pourrions potentiellement les piéger dans des situations dangereuses à notre avantage. Maintenant, les autres joueurs sont beaucoup moins dangereux. Nick ici est un gars sympa, triathlète. Kat est une gymnaste muette. Jackie est professeure de yoga et Sarah souffre d'une anxiété intense, et elle n'a aucune aptitude sportive. Obtenir leur confiance va faire la plus grande différence dans ce jeu, parce que ça signifie que nous pouvons les utiliser pour obtenir la force du nombre. Et tant que nous aurons une majorité de personnes du groupe soutenant nos décisions, il sera beaucoup plus facile de manipuler tout le monde quand ça sera le plus important. En regardant autour d'elle, Sarah trouve une flèche peinte sur le sol, et sans meilleure option, ils la suivent pour s'enfoncer plus profondément dans l'entrepôt. Pendant ce temps, Chris les observe et calcule déjà leurs chances de survie. Tous ses amis se sont rassemblés pour placer leur pari, mais le gagnant ne sera pas celui qu'il pense. Dans l'escape room, il découvre cette étrange boîte au milieu d'une pièce. Personne ne sait à quoi s'attendre, et c'est Jackie qui l'ouvre, découvrant quelque chose qui va changer la donne.
À l'intérieur se trouve une machette et elle a clairement été placée ici pour qu'ils s'entretuent avec. La femme suggère qu'ils laissent la lame derrière eux, mais le coach personnel n'est pas d'accord et il s'avance pour la saisir. Paranoïaque, l'alpiniste l'affronte et ils se disputent violemment sur ce qu'ils doivent faire. Le coach insiste sur le fait que c'est leur seule issue et que s'ils ne commencent pas à s'entretuer, tout le monde va mourir. Mais le grimpeur en a assez entendu. Il pousse soudain Jackie hors de son chemin et saute sur la machette, mais il reçoit un violent coup de poing au visage et laisse tomber l'arme. Le coach la ramasse, effraie les autres joueurs et s'approche du grimpeur, lui plantant la machette dans le cou pour en faire sa première victime. Ça fait maintenant 2 de moins et il en reste 7. Les autres sortent de la pièce en courant alors que le coach retrouve son calme. Il se tourne vers la joueuse de tennis qui s'approche de lui. Elle lui dit qu'il devrait faire équipe pour tuer les autres. Mais c'est alors qu'il remarque que Kiss est là, se faufilant dans l'ombre et qu'il vient de tout entendre. Ok, ça devient intéressant. Nous sommes dans un jeu de la mort, mais c'est aussi un escape game. Et ça rend le scénario extrêmement difficile parce que chaque autre joueur est une menace pour notre survie. Mais nous ne pouvons pas résoudre les énigmes sans eux. Tout à l'heure, la voix dans l'interphone disait que nous devions trouver une clé à l'intérieur de ce labyrinthe, et que plus il y aurait de personnes pour nous aider, plus nous aurions de chances de réussir. Maintenant, la machette met ce plan en péril parce que quelqu'un comme Anton, ici présent, voudra tuer des gens dès que possible. Nous devons prendre le contrôle de la situation rapidement. Donc si c'était moi, j'essaierais de convaincre tout le monde qu'ils sont en train de tomber dans le piège du jeu de la mort. Nous devrions suggérer que les concepteurs veulent que nous éliminions les joueurs, ce qui nous complique la tâche pour trouver la clé pour que personne ne gagne. Ça s'adresse directement à l'intérêt personnel de chacun à être la dernière personne à s'échapper, et ça les fera réfléchir à 2 fois avant de tuer quelqu'un. Je reconnais également que cette machette finira par être utile, soit comme arme, soit comme outil pour résoudre les énigmes, et ça signifie que nous devons l'emporter avec nous. Je suggérerais que le membre le plus faible du groupe la tienne, parce que Sarah, ici, est la moins menaçante et personne ne croit qu'elle aura la force de les tuer. Une fois que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il est dans leur intérêt mutuel de travailler ensemble, c'est là que nous pouvons commencer à leur jouer des tours. La dynamique sociale va devenir de plus en plus tendue au fur et à mesure que le temps passe, et nous devons utiliser cette tension à notre avantage. La meilleure façon de le faire, c'est de s'assurer que nous utilisons ce conflit et que nous concentrons l'attention négative sur un bouc émissaire. Rien n'unit plus un groupe que la peur. Et si nous plantons cette graine tôt, nous pourrons la retourner contre Anton. Il était le plus désireux de tuer, et le fait de le rappeler aux gens va nous aider à convaincre tout le monde qu'il devrait être la première personne à assassiner. Nous pouvons aller plus loin dans cette stratégie et avoir des conversations privées avec d'autres joueurs pour créer un faux drame, en leur donnant à chacun un ennemi. Par exemple, si je dis à Léa ici présente que Nick a dit qu'elle était la joueuse la plus dangereuse et que nous serions tous fous de la laisser vivre, son agressivité se concentrera sur Nick pour le reste du jeu. Pendant ce temps, les autres prennent un moment pour reprendre leur souffle, mais Sarah ici commence à paniquer. Jackie la rassure en lui disant qu'ils s'en sortiront vivants. Mais c'est alors que ce type remarque une série d'hologrammes sur le sol. Il ressemble à des balles de baseball. Réalisant qu'il doit s'agir d'indices pour l'escape game, le groupe décide de suivre la piste. Il continue plus loin dans le labyrinthe, mais l'homme déclenche un laser et quelque chose le frappe à la tête. La femme s'assure qu'il va bien et l'athlète réalise qu'il vient d'être frappé avec une batte de baseball. Il la saisit pour l'emmener avec lui, mais Jackie lui demande de ne tuer personne avec, et il lui promet de ne pas le faire. Il continue à marcher dans le labyrinthe lorsqu'il découvre que le chemin devant eux se divise en 3 couloirs. Chacun d'entre eux a été marqué par des hologrammes représentant un badge de police, une note de musique et une paire de lunettes de soleil. En interprétant les signes, ils pensent que les lunettes représentent la lumière du soleil et que ça pourrait signifier qu'elles mènent à la sortie. Prenant leur décision, le groupe avance sans se douter qu'il se dirige droit vers un autre piège. De l'autre côté de l'entrepôt, l'autre équipe est entrée dans une pièce remplie de clés suspendues au plafond. Découvrant une porte à proximité, Kiss saisit une poignée de clés et les essaie sur la serrure. Mais aucune ne semble fonctionner. La joueuse de tennis pense que la pièce doit être une ruse destinée à leur faire perdre du temps. Et le coach donne un coup de pied plein de frustration dans le seau et passe la porte avec Léa, laissant Kiss derrière eux. Mais c'était leur plus grosse erreur. Kiss voit quelque chose sur le sol et réalise que c'est un pieu en métal. Il pourrait facilement être utilisé pour tuer quelqu'un. Il dissimule alors sa nouvelle arme et suit ses coéquipiers. Le groupe se dirige à travers le labyrinthe en espérant tendre une embuscade aux autres joueurs. Mais ils ne remarquent pas que quelqu'un se cache au-dessus des palettes en bois et observe chacun de leurs mouvements. Ils trouvent leur chemin jusqu'à la jonction et ne sont pas sûrs du chemin à prendre. Mais c'est alors que la joueuse de tennis aperçoit une touffe de cheveux sur le sol. C'est un signe que les autres sont passés par là, et elle guide son équipe pour poursuivre les autres. Pendant ce temps, l'équipe de Jackie trouve son chemin devant ce couloir et entend un étrange sifflement au loin. Elle les prévient que quelque chose est en train de voler à travers le couloir. En regardant de plus près, ils réalisent que des clous sont tirés à travers les palettes. C'est un piège mortel, mais la femme comprend qu'il y a des lumières qui s'allument selon un schéma spécifique. Elle pense que quelque chose de précieux pourrait se trouver de l'autre côté, et elle élabore rapidement un plan en disant à l'homme de mémoriser l'ordre exact d'apparition des lumières. Testant leur théorie, le groupe arpente le couloir en restant dans la lumière et évite de peu d'être abattu. Ok, cette escape room est beaucoup plus grande que je ne le pensais. Si vous regardez le chrono, ça fait déjà plus de 6 heures qu'ils errent, et ça nous indique que nous allons perdre un temps précieux si nous ne pensons pas à l'avenir.
Si c'était moi, la première chose que je ferais serait de demander au groupe de se séparer pour explorer chacun de ces 3 chemins. Parce que ça va révéler une plus grande partie du labyrinthe et il pourrait y avoir des armes et des ressources que nous pourrions rassembler quand nous nous rejoindrons. Ne pas saisir cette opportunité va sérieusement limiter nos options. Et c'était une énorme erreur. Le groupe n'a pas remarqué que Kat les espionnait, mais s'ils l'avaient fait, ils auraient eu des informations extrêmement utiles en main. Kat a grimpé sur les palettes de bois pour éviter les pièges. Mais ce qui est choquant, c'est qu'elle n'a pas été punie pour ça. Ça nous indique que les règles sont fluctuantes et que c'est à nous d'en savoir plus sur ce que nous pouvons et ce que nous ne pouvons pas faire. L'une des meilleures stratégies dans tout jeu de la mort est de trouver un moyen sûr de tester les limites afin de savoir quelles sont nos options. La première chose que je ferais serait d'encourager un sportif à grimper sur le mur, parce que si nous pouvons voir au-dessus du labyrinthe, nous ne risquons pas de marcher vers d'autres pièges. Pour ces joueurs, s'ils font quelque chose de mal, ils seront torturés en guise d'avertissement. Et c'est bien mieux que la mort instantanée, donc ça vaut le coup d'essayer. Cette façon de penser est l'outil le plus simple et le plus efficace dont nous disposons pour pirater ce jeu, et elle nous donne un avantage énorme sur l'autre groupe. Un problème possible avec cette stratégie, c'est que les fabricants du jeu pourraient décider de changer les règles, si tout le monde trouve comment contourner le labyrinthe. Si ça se produit, nous devrons trouver une meilleure solution pour les pièges que nous allons rencontrer, parce qu'ils vont devenir de plus en plus dangereux. Dans cette optique, je suggère que quelqu'un grimpe le long des tas de palettes et retire celles du haut pour que nous puissions les utiliser comme boucliers. Jackie a été intelligente en comprenant que la lumière leur indiquait la route à suivre pour être en sécurité, mais c'est pas suffisant. Résoudre une énigme est inutile si nous ne pouvons pas l'exécuter correctement. Et si quelqu'un trébuche ou si nous manquons notre cible d'à peine 15 cm, nous allons être tués. Nous devons envisager des stratégies de secours pour chaque situation. Et ces palettes en bois sont la solution parfaite. Dans une autre partie de l'escape room, Kat traverse le labyrinthe et trouve l'hologramme du badge de police. En suivant le chemin, elle découvre un couloir menant à un ensemble de casiers. Et ça doit être le prochain indice. En s'approchant des casiers, la femme repère le symbole du badge sur la façade et les ouvre soigneusement un par un. Mais dès que la dernière porte s'ouvre, un pistolet lui tire directement dessus. Pendant ce temps, l'équipe de Jackie découvre une lampe de poche sur le sol et Sarah la ramasse pour chercher d'autres indices. La prof de yoga remarque quelque chose d'étrange et l'éclaire sur le sol, révélant 2 symboles de clés cachées. Il s'agit d'une lumière noire, et avec ces indices, ils sont à un pas de s'échapper. En suivant la piste, le groupe entre dans une pièce et trouve un dernier indice placé juste en face de ce trou sur le sol. Jackie regarde autour d'elle et voit une clé suspendue au plafond. C'est peut-être ce dont ils ont besoin pour s'échapper, et elle grimpe sur une échelle déterminée à l'atteindre. Se déplaçant avec précaution sur les montants de soutien, elle prend la clé dans sa main et la lance à son coéquipier. Mais c'est là que les choses tournent mal. Le coach sort de l'ombre et attaque l'athlète. La clé tombe sur le sol et Sarah la ramasse en courant vers l'échelle. Elle escalade les montants jusqu'à la sécurité en essayant d'échapper à l'autre équipe. Mais la femme ne peut pas tenir plus longtemps et tombe de l'étrier de soutien métallique. Horrifiée, Jackie crie et perd l'équilibre. Elle se rattrape et s'accroche jusqu'à ce qu'elle tombe au sol. Kiss descend au sous-sol et trouve Sarah allongée sur le sol. Il lui prend la clé de la main, mais elle se réveille soudainement. La femme le supplie de l'aider, et il décide d'achever la fille, ce qui fait officiellement 3 morts et 6 restants. L'homme part rapidement et tente de retourner vers la porte, mais son coéquipier l'attrape soudainement. L'entraîneur exige de savoir où est la clé et Kiss lui répond qu'il n'a pas vérifié le corps. Mais l'homme sait que quelque chose ne va pas. La joueuse de tennis fouille le cadavre, mais la seule chose qu'elle trouve est la lampe de poche. Elle dit à ses coéquipiers que la clé a disparu, et Kiss suggère que les autres joueurs doivent l'avoir déjà prise. Mais la femme lui fait remarquer qu'il est le seul à être descendu par les escaliers, et elle se rend compte qu'il ment. Le confrontant, l'entraîneur retient l'homme pendant qu'elle vérifie ses poches et découvre la pointe métallique qu'il allait utiliser pour les tuer. Sans clé, la femme décide qu'elle n'a plus besoin de lui, et Kiss s'enfuit pour sauver sa peau, tandis que le coach le poursuit. Ok, pour un escroc, ce gars est un assez mauvais menteur. La pièce est un grand espace ouvert et tout le monde pouvait voir ce qui se passait. Et puisque Kiss était le premier homme à descendre les escaliers, il savait qu'il avait pris la clé. Même un enfant de 7 ans ne mentirait pas de façon aussi évidente, et c'était une terrible erreur. Maintenant, ça ne veut pas dire que leur donner la clé serait une bonne idée non plus, parce que le problème, c'est que dès qu'ils auront ce qu'ils veulent, ils n'auront plus aucune raison de vous garder en vie. C'est pourquoi si c'était moi, j'aurais admis que j'ai la clé, mais je leur aurais dit que je peux reconnaître le type de poignée de porte auquel elle appartient. Si vous regardez cette clé en détail, elle a une lame unique, et elle va fonctionner avec un type de serrure spécifique, donc ils pourraient être convaincus qu'un escroc connaît cette information. Ça me rendrait indispensable à leurs yeux, parce que même si c'est un mensonge, ils pourraient me garder en vie s'ils pensaient qu'il y avait une chance que nous trouvions la porte plus rapidement. Mais ce n'est pas la seule erreur que font ces joueurs, parce qu'une fois de plus, ils ne pensent même pas à leur environnement. Tout d'abord, cet endroit a beaucoup à offrir, parce qu'il est rempli d'objets qui pourraient être utilisés comme armes. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette paroi entière est faite de verre. Si ces idiots avaient arrêté de se battre et regardé autour d'eux, ils auraient vu qu'il y avait des tonnes de sorties autour de la pièce qui n'avaient pas besoin de clé. Et ils n'ont jamais été aussi proches de l'évasion depuis le début du jeu. Il est évidemment risqué d'essayer de s'enfuir parce que les concepteurs du jeu peuvent tout voir à travers nos caméras frontales. Mais ça signifie simplement que nous devons être créatifs. Si vous regardez ici, vous verrez qu'il y a une structure semblable à un pont et la vitesse de la trajectoire de cet objet qui passe me dit que c'est une voiture qui roule. Ça signifie que cet entrepôt est en fait proche de la civilisation et peut-être même à la périphérie d'une ville.
Maintenant, plus tôt, j'ai mentionné que j'aurais fait en sorte que le groupe se sépare quand nous avons atteint les 3 chemins. Et si nous avions fait ça, il est possible que nous aurions pu prendre cette arme avec nous. Si c'est un pistolet de police standard, ça pourrait être un Beretta. Et avec 3 douilles de balles dans le casier, il pourrait y avoir entre 7 et 12 balles dans le chargeur. Au lieu de sortir en courant et de risquer de se faire tuer, j'utiliserai le pistolet et je tirerai par la fenêtre pour toucher les voitures dans le trafic. Si on a de la chance, ça pourrait attirer l'attention des forces de l'ordre pour enquêter sur l'entrepôt. Il ne semble pas y avoir d'autres écrans de vidéosurveillance dans le labyrinthe. Donc tant que tout le monde pointe les caméras loin de l'action, les concepteurs du jeu ne sauront pas ce que nous faisons et ça vaut la peine d'essayer. À 3 heures de la fin, Jackie se réveille soudainement. Mais alors qu'elle se remet de sa chute, la femme voit sa coéquipière morte. La prof de yoga se met à pleurer. Mais c'est alors que quelqu'un se faufile derrière elle et elle se retourne pour voir une autre joueuse. C'est la mystérieuse femme, Kat, et les 2 concurrentes sont prêtes à se battre. Mais décidant d'avoir pitié d'elle, Kat lâche son arme. Jackie est soulagée qu'elle ne veuille pas lui faire de mal, et elle suggère qu'elle travaille ensemble pour retrouver son ami Nick. Pendant ce temps, Kiss a réussi à survivre, mais sa jambe a été gravement coupée, et il se cache dans une pièce à l'écart des autres joueurs. Il tente de boire à l'aide de ce tuyau qui fuit, mais il découvre que ce n'est pas du tout de l'eau. Frustré, il jette la clé et prend un moment pour reprendre son souffle, quand il entend quelqu'un s'approcher au loin. Et quelques instants plus tard, les 2 femmes entrent dans la pièce. En regardant autour d'elles, elles trouvent la clé sur le sol et la prennent. Elles peuvent enfin s'échapper de cet endroit. Mais alors qu'elles se réjouissent ensemble, Kiss sort de sa cachette. Il prend les femmes par surprise en montrant une petite barre de métal et une pierre. Il révèle qu'elle se trouve sur une flaque d'essence et il est sur le point d'y mettre le feu quand il est soudainement poignardé par derrière. Les femmes sont choquées de voir que Nick a tué l'homme pour leur sauver la vie, ce qui fait que 4 d'entre eux ont été éliminés et qu'il n'en reste plus que 5. Dans une autre partie du labyrinthe, les autres joueurs trouvent la porte de sortie. Mais quand la femme essaie la poignée, elle découvre qu'elle est bloquée. Ils sont piégés, mais elle sait que tout le monde se dirigera ici pour s'échapper, donc tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'attendre que les survivants viennent à eux. Le groupe de Jackie s'enfonce dans le bâtiment, trouvant un endroit sûr où se cacher, et Kat explique à ses coéquipiers qu'elle va jeter un coup d'œil aux alentours. La prof de yoga lui fait promettre de revenir, et la femme lui remet la clé comme assurance qu'elle ne les trahira pas. La laissant partir, Jackie soigne la blessure de l'homme et l'enveloppe de sa chemise. Elle le rejoint sur le banc en le remerciant de lui avoir sauvé la vie. Mais elle est déçue qu'il ait rompu sa promesse de ne tuer personne. L'homme lui fait comprendre qu'il fera tout pour la protéger, et elle l'embrasse. Le temps presse pour tout le monde, et ils se réconfortent l'un l'autre, sachant que bientôt ils se battront pour survivre. Ok, maintenant il ne reste plus que 5 joueurs dans le jeu, et ça signifie qu'il est temps de devenir vicieux. Jackie n'a pas la force de se battre pour sa vie, mais heureusement, il y a beaucoup d'autres outils de survie à notre disposition, et l'un d'entre eux, c'est l'amour. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a été prouvé que les situations dangereuses augmentent l'excitation d'une personne. C'est ce qu'on appelle l'effet du pont suspendu. Les émotions telles que l'anxiété et l'amour sont extrêmement similaires, et quand vous êtes dans un jeu de mort, il est facile de confondre ces sentiments. Les psychologues cliniques appellent ça une mauvaise attribution de l'excitation. En 1979, ils l'ont prouvé dans l'une des expériences les plus révolutionnaires dans ce domaine d'études. Ils ont pris 85 sujets masculins et leur ont fait rencontrer une enquêtrice sur 2 ponts différents. L'un était stable et l'autre était un pont suspendu branlant. Ils ont constaté que les sujets se trouvant sur le pont instable étaient plus susceptibles d'appeler le numéro de téléphone de l'enquêtrice le lendemain. Ça a démontré que l'anxiété rend les gens plus attirants lorsqu'ils sont exposés à des situations dangereuses. Qu'elle le sache ou non, Jackie profite ici de la confusion émotionnelle de cet homme et la manipule pour s'assurer qu'il ne la tuera pas. C'est une excellente tactique, et si c'était moi, j'aurais essayé d'utiliser cette stratégie beaucoup plus tôt. Il y avait 3 autres hommes dans le jeu, et si des moments de peur et d'anxiété exacerbés suggéraient l'attraction, alors ils auraient peut-être tous réfléchi à 2 fois avant d'essayer de nous tuer. Tout le monde n'a pas les mêmes capacités physiques qu'un triathlète ou un militaire. Il faut donc utiliser tous les outils à notre disposition, et c'était la décision la plus intelligente à prendre pour elle. Jackie et l'athlète s'endorment, mais ils sont réveillés par Kat qui insiste pour qu'ils la suivent. En les ramenant dans le labyrinthe, ils voient les joueurs adverses qui les attendent, et le groupe élabore rapidement un plan. Puisque les autres veulent la clé, l'homme suggère à Jackie de l'utiliser comme appât et d'attirer le coach loin de sa partenaire pour que Nick puisse le tuer. La femme fait remarquer que leurs ennemis pensent qu'elle est morte, donc si elle échange ses vêtements avec Kat, ils peuvent confondre les joueuses et les piéger. Le plan étant établi, Jackie distrait l'autre équipe et le coach se lance à sa poursuite. Il suit la femme plus profondément dans l'entrepôt tandis que Kat va affronter la joueuse de tennis. La femme la frappe avec une matraque et renverse son adversaire au sol. Elles savent toutes les 2 qu'une seule personne s'en sortira vivante, et elles sont prêtes à tout pour survivre. Pendant ce temps, Jackie court dans une pièce et se cache derrière du matériel alors que le coach entre à la recherche de sa cible. Soudain, elle le prend par surprise et lui jette un seau d'essence sur le corps. Son ami Nick tente de faire une étincelle pour l'enflammer, mais il est trop lent. Le coach lui assène un coup de machette dans le dos et il s'écroule sur le sol. La douleur est presque insupportable, mais voyant la femme en danger, il utilise ses dernières forces pour allumer l'essence. Les flammes se dirigent vers le coach et grimpent le long de son corps. Jackie recule, horrifié de le voir brûler vif. Et il s'effondre sur le sol, mort. Ce qui fait que le nombre de victimes est de 5 et qu'il en reste 4.
C'est alors que Jackie revient dans la pièce. Elle se précipite vers Nick pour ramasser l'homme sur le sol afin qu'ils puissent s'échapper ensemble. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Dans l'autre pièce, Kat étrangle la joueuse de tennis et on dirait qu'elle va la tuer. Mais la femme sort le pieu métallique de sa poche avant de le planter directement dans la tête de la joueuse. Et ça fait 6 de moins, et il n'en reste plus que 3. Elle se relève et fouille les vêtements de la femme morte pour trouver la clé. Elle la trouve, rampe jusqu'à la porte et essaie de déverrouiller la porte. Mais ça ne marche pas. C'est alors que Jackie s'approche d'elle par derrière et toutes deux se font face, prêtes à se battre jusqu'à la mort. Voyant la matraque dans les mains de la femme morte, la joueuse de tennis tente de s'emparer de l'arme et se fait décapiter d'un seul coup, ce qui fait que le nombre de victimes est de 7 et qu'il n'en reste plus que 2. Ok, Nick a réussi à sauver sa petite amie en mettant le feu à l'homme, mais ils ont tous les deux manqué un détail crucial, parce qu'ils auraient pu utiliser ça pour terminer le jeu avec plus d'un gagnant. Si c'était moi, j'aurais essayé de mettre le feu à l'entrepôt parce que c'est l'un des outils les plus efficaces pour appeler à l'aide. Nous savons très bien que nous sommes dans un environnement urbain, et si l'endroit prend feu, ça va probablement alerter les pompiers locaux. Une fois que ça se produit, il leur faudra moins de 20 minutes pour arriver. Et comme nous avons encore 3 heures devant nous, ça aurait pu sauver tout le monde. Maintenant, pour être juste, c'est une stratégie extrêmement risquée, parce que nous devons considérer ce que les concepteurs du jeu feraient s'ils découvraient que nous brûlons l'entrepôt. Il est possible que cette stratégie les oblige à abandonner le jeu de la mort, et comme nous avons tous vu leur visage, ils ne laisseraient probablement aucun d'entre nous en vie. Mais il y a une chose que nous pouvons faire pour éviter ça. Tout d'abord, nous devons supposer qu'ils sont assez intelligents pour ne pas observer depuis le même endroit, parce qu'ils ne voudraient pas se mettre en danger. Et si leur seule façon d'observer le jeu est à travers ces caméras frontales, nous pouvons nous assurer que nous ne leur permettons pas de voir ce que nous faisons, mais seulement si nous travaillons ensemble. Quand la présentatrice leur a expliqué les règles dans les haut-parleurs, elle a dit qu'à l'obstruction de la vision de quelque façon que ce soit, ils seront torturés avec un son strident. Même si ça va être très douloureux, je suggère que nous couvrions tous nos caméras et que nous nous soumettions à la torture. De cette façon, nous pourrons allumer le feu en toute sécurité à l'insu des concepteurs et avoir suffisamment de temps pour quitter la pièce. Il est important de se rappeler que même si nous gagnons le jeu, nous avons déjà vu leur visage et il n'y a aucune chance qu'ils nous laissent retourner à nos vies normales. Ça signifie que demander de l'aide à l'extérieur est encore la meilleure option que nous ayons. Et aussi risquée soit-elle, elle a plus de chances de réussir que toute autre chose. Alors que le temps presse, la prof de yoga tente de forcer la porte, mais l'athlète lui rappelle qu'elle sera piégée jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul survivant. Nick doit mourir pour qu'elle puisse s'échapper, et il demande à la femme de le tuer. Mais elle refuse que ce soit leur seule option. Désespérée, la femme essaie de comprendre ce qu'il faut faire, quand la porte s'ouvre soudainement. Ils peuvent tous les deux s'échapper, mais c'est alors qu'elle voit que son ami est mort, faisant d'elle la dernière survivante. Et elle quitte l'entrepôt. Ça fait 8 de moins, et Jackie est la gagnante de ce jeu de la mort. Dehors, elle pleure de soulagement de s'en être sortie vivante. C'est alors que son cavalier Chris vient la féliciter et qu'elle s'évanouit d'épuisement. Quand Jackie se réveille, elle se trouve dans la chambre de quelqu'un et elle est surprise de voir Chris assis à proximité. Il la rassure en lui disant qu'elle est en sécurité. Mais la seule chose qui intéresse la jeune femme est de savoir pourquoi il l'a forcée à participer à un jeu de la mort. Chris lui explique qu'elle fait maintenant partie d'un groupe d'élite qui joue littéralement avec la vie des gens. Chaque membre est un survivant de ces tournois et elle a officiellement rejoint leur groupe après la nuit dernière. La femme ne comprend pas. Mais c'est alors qu'elle se rappelle être allée sur une colline et avoir utilisé une machette pour couper la tête d'un homme. C'est un souvenir refoulé de sa cérémonie d'initiation. Et elle crie à l'aide, incapable de faire face à la situation. Plus tard, elle tente de quitter la pièce et trouve les amis de Chris qui l'attendent. Ils ont promis de laisser Jackie en liberté, mais ils lui révèlent que sa colocataire a été assassinée et que la police pense qu'elle est coupable. Les joueurs l'ont piégée pour ce crime. Et ils lui font comprendre que rien ne lui évitera d'aller en prison. Et la femme referme la porte, déterminée à trouver un moyen de s'échapper. Cette nuit-là, Jackie passe du temps avec l'homme riche et lui demande pourquoi il ne parie pas. Il lui explique que son travail consiste à gérer le jeu, et elle lui demande si elle peut l'aider. La femme sait que rester avec cet homme est le meilleur moyen de rester en sécurité, et ça signifie faire tout ce qu'elle peut pour être du même côté que Chris. Elle tente de le séduire, mais l'homme la repousse en expliquant que ça ne l'excite plus. Désespérant que son plan fonctionne, elle demande à Chris ce qui l'excite, et il lui révèle cette fiole. Il s'agit des produits chimiques utilisés pour endormir les joueurs, et il n'en a aucune idée, mais Jackie a maintenant tout ce dont elle a besoin pour se venger. Plus tard, la jeune femme conduit son cavalier au club, où les autres joueurs se sont réunis pour leur prochain jeu de la mort, et ils prennent tous une gorgée de leur boisson. Mais c'était leur plus grosse erreur. Les joueurs sont emmenés à l'entrepôt et les membres du club se réveillent en réalisant qu'ils ont été trompés. Jackie annonce dans l'interphone qu'il ne leur reste plus beaucoup de temps à vivre et qu'ils ne peuvent rien faire pour échapper à leur destin. Et elle les laisse mourir ensemble. Quant à Chris, il ne peut s'empêcher de penser qu'il aurait dû prendre à gauche. Mais qu'en pensez-vous ? Comment auriez-vous battu Head Game ? Dites-le moi dans un commentaire ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour plus de vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée.